Sénégal, Maroc, Nigeria, Égypte sont donc les survivants à l'étape des quarts de finale de la CAN Maroc 2025. Bon après-midi à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast Le Tour est joué, votre émission Récap. Nous sommes réunis ici quelques jours après cette étape des quarts de finale pour analyser les 4 rencontres, chacune avec sa particularité. On reviendra bien sûr sur l'échec litigieux du Cameroun face au Maroc. On parlera également du Sénégal qui a triomphé du Mali en supériorité numérique, sans oublier le récital nigérian face à l'Algérie et bien sûr l'Égypte qui a été pharaonique contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc réunis cet après-midi pour ce 3e numéro du Tour est joué, puisque le Tour va se jouer. On sera donc accompagné des coachs pour analyser ces 4 rencontres des quarts de finale. Je m'en vais déjà les présenter en commençant par celui qui est l'habitué de cette émission. Je parle déjà du coach Désiré Djokam qui est à ma gauche. Désiré Djokam, bon après-midi à vous. Bon après-midi Abel, bon après-midi à l'autre panéliste, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté. C'est un vibrant plaisir pour nous renouveler, d'être là une fois de plus. On espère juste pouvoir être à la hauteur de vos attentes. On espère que vous serez bien sûr à la hauteur, puisque celui en face de vous, la recrue, bien sûr, qui va venir avec beaucoup plus d'expérience, sera également à la hauteur, on l'espère. Il s'agit donc du coach Martin Biletanga. Bon après-midi, coach Martin Biletanga. Bon après-midi Abel, bon après-midi à Désiré. C'est bon pour le podcast. Le panel a donc été présenté. On va donc entrer dans le vif du sujet, messieurs. On va revenir peut-être sur cet épisode douloureux. C'est un match qui a été plus ou moins douloureux pour nous parce que les Lions Indomptables sont donc éliminés de la compétition. Ils ont été battus par le pays hôte, le Maroc, 2-0. On rappelle le score grâce à des buts de Brahim Diaz et d'Ismaël Saïbari. Un match qui a surtout été entaché par des polémiques au sujet de l'arbitrage, notamment de celui de Dan Beida, l'arbitre mauritanien. Déjà un mot sur cet arbitrage, coach Désiré Djokam, comment appréciez-vous ce match au niveau de l'arbitrage? Plus que c'est ça qui a fait les choux gras de la presse au lendemain de cette élimination des Lions Indomptables. Ma grosse surprise n'est pas forcément uniquement l'arbitre, mais c'est beaucoup plus au niveau de son assistance vidéo parce que durant tout le match, on n'a presque pas eu l'importance de l'assistance vidéo. Pourtant, nous savons très bien que l'assistance vidéo, elle a été créée pour pouvoir permettre à l'arbitre de commettre le moins d'erreurs possible et avoir un match aussi décisif comme celui-là, ne pas avoir l'assistance vidéo, ce n'était pas du tout encourageant pour cet arbitre, y compris aussi que cet arbitre lui-même n'est pas dédouanant parce qu'il y a des situations qui étaient très proches de lui où il n'a véritablement pas participé à pouvoir apporter cette clarté-là dans le jeu. Donc l'arbitre, lui aussi, sur ce résultat-là, je pense qu'il fera partie. Et j'aimerais bien savoir quel est le sort que la CAF lui a réservé après ce match. On espère que la CAF va sévir, autant pour moi, pour cet arbitre, bien sûr, Dan Beida, qui a officié bien pour son 9e match de Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été, entre guillemets, un désastre, puisque même la presse internationale s'est exprimée là-dessus. Coach Martin Biletanga, est-ce que à ce niveau de la compétition, ce type d'erreur au niveau de l'arbitrage, ça peut vraiment changer le cours d'un match? Bien entendu, les décisions arbitrales sont de nature à influencer le déroulement d'un match. Et on sait bien qu'une décision arbitrale, un but qui est marqué, ou je ne sais pas moi, ça fait partie des événements qui peuvent amener une équipe à réagir d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous êtes en train de jouer bien avant le match, par exemple, lorsque vous savez que vous allez avoir un arbitre qui ne sera peut-être pas ou probablement pas votre ami, entre guillemets, sur le terrain, qui, dès la première minute, dès les 10 premières minutes, distribue déjà 1 ou 2 cartons contre vous, ça... comment dire, casse une certaine dynamique. Oui, ça casse une dynamique, notamment au niveau de l'agressivité, au niveau de l'engagement dans les duels, et ça a un impact par la suite dans votre rendu durant toute la rencontre. Vous savez bien que l'agressivité en sport, c'est un facteur de performance. C'est un facteur de performance, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, on rappelle que oui, l'arbitrage, on parle du penalty non sifflé sur Mbeumo, on parle des 2 coups de coude, notamment sur le cas des Taillons en seconde période et en première période sur Christian Koufane qui ont été
on va dire, oublié par l'arbitre, mais surtout le penalty non sifflé par Bryan Mbeumo, puisque les acteurs sont exprimés là-dessus. Et on rappelle que oui, certains disent que le penalty n'a pas été sifflé, on était déjà mené 2-0, mais on sait que le 3e but dans un match peut changer le cours de ce dernier. En tout cas, l'élimination, elle est là, elle est déjà actée pour les Lions notables. Coach Désiré Diokam, au-delà de l'arbitrage, est-ce qu'il y a quelque chose qui plaide en faveur du Cameroun dans cette rencontre au niveau du jeu? Pas vraiment, je ne le dirais pas parce que depuis le début de cette compétition, le Cameroun n'a pas répété des situations. Nous voyons par exemple des équipes lors de cette compétition comme l'Égypte, comme la Côte d'Ivoire ou bien comme le Maroc répéter des gammes, avoir des situations où ces équipes-là marquent un but pratiquement de la même façon. Le Cameroun n'a presque pas marqué un but de la même façon. Il faudrait bien se poser certaines questions. Maintenant, pour revenir sur ce match-là, précisément, où ils ont joué, l'arbitre n'a quand même pas interdit aux joueurs camerounais d'essayer de frapper. Parce que lorsqu'on a regardé la fiche statistique de ce match, le Cameroun n'a presque pas tiré au goal, au moins une fois. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a aussi ces questions-là qu'il faut véritablement se poser au-delà de l'arbitre. Qu'est-ce que le Cameroun lui-même il a proposé? Est-ce que, arrivé à ce moment, le Cameroun n'était pas épuisé d'avoir pratiquement tout donné sur les phases de poule jusqu'au 8e de finale? Parce que le match des 8e de finale contre l'Afrique du Sud, le Cameroun a sorti le très grand jeu et peut-être, on ne le saura jamais, mais le Cameroun, il est dehors, l'arbitre, il y est pour quelque chose, mais les Lions aussi, ils y sont pour quelque chose. Ils y sont pour quelque chose. On rappelle donc que ces statistiques qui fait très mal, c'est que le Cameroun a terminé avec une, on va dire quoi, 70% de possession de balle, mais pas de tir cadré. Et là maintenant, je me dirige bien sûr vers le coach Martin Bilitanga pour bien sûr, parce qu'il va nous expliquer, bien sûr grâce à son tableau, comment là où le Cameroun a buté, surtout au niveau de l'utilisation de balle. En tout cas, on va prendre une légère transition et on va retrouver le coach Martin Bilitanga qui va donc se positionner devant son tableau et il va nous expliquer vraiment où le Cameroun a pêché, notamment dans l'utilisation du ballon. Bien, les Lions notables du Cameroun ont donc joué leur match face au Maroc, un match qui a été assez compliqué parce que les Camerounais, comme à l'accoutumée, étaient dans leur système en 5-3-2 qui est assez modulable parce que quand on regarde la position, par exemple, de Namasso, on se demande bien s'il est effectivement au milieu de terrain en tant que relayeur ou bien il est un peu plus avancé. Donc, ce qui pourrait donner un système plutôt en 3-4-2-1 ou 3-4-1-2. Et là, en face, il y avait une équipe du Maroc qui était en 4-3-3, comme on est en train de le voir. Mais autant les Marocains, dans leur match précédent, avaient commencé le match assez fort, avec un pressing intense, d'ailleurs un pressing ultra offensif, généralement dès la première passe que l'adversaire, que le gardien fait par exemple à son défenseur central, les Marocains se lançaient. Là, dans le match que les Lions jouaient contre le Maroc, les Marocains avaient décidé non pas d'attaquer sur ce premier ballon, mais plutôt sur un joueur qui est très important dans le déploiement du jeu camerounais, le joueur Carlos Baliba, parce que Carlos Baliba avait une importance au niveau des sorties de balles, des relances au niveau camerounais. En fait, les Camerounais, comment est-ce qu'ils se plaçaient? Au moment de la relance, lorsque le ballon était ici, on avait régulièrement le capitaine de l'équipe qui, lui, allait légèrement de ce côté pendant que le piston gauche, Naguida montait et il restait donc Koto qui était là et puis Chez Malone qui était de ce côté. Donc généralement, et à ce moment-là, Carlos Baliba, lui, il descendait. Donc, et c'est par lui que le ballon sortait, soit pour un ballon qu'il remettait à son défenseur central ou de ce côté-ci, ou alors tant qu'il en avait la possibilité, parfois après que les gars se sont écartés, là ils se retournent pour essayer donc d'orienter le jeu. Et là les Marocains immédiatement ils ont décidé de mettre sur pied un pressing fort sur lui. Ils laissaient bien les autres joueurs tranquilles, mais dès que Baliba avait le ballon, ils entraient sur lui, ça faisait que une passe qui était faite vers l'arrière, c'est un long ballon qui allait vers l'avant. Donc, et sur ces longs ballons là, vous savez, sur ces longs ballons, il fallait bien une présence pour les deuxièmes ballons. Malheureusement pour les Lions, Kofane était tout seul. Oui, Kofane était régulièrement seul et parce qu'on était en train de sortir le ballon de ce côté et que Baliba lui descendait, ça faisait que Avom était présent ici et Namasso n'était pas très avancé devant. Donc sur les deuxièmes ballons, immédiatement les Marocains avaient une supériorité numérique
au niveau de l'entrejeu, il récupérait le ballon, ça bloquait la manière de jouer du Cameroun, notamment au niveau des sorties de balles. Il était compliqué pour les Lions même d'essayer de trouver des joueurs par les côtés. Maintenant, les Lions, en même temps, eux, ont leurs propres difficultés au niveau de l'élaboration de jeu, et là les Marocains en ont assez profité. Le pressing marocain a donc fonctionné au point d'étouffer l'élaboration de jeu du Cameroun. C'est au niveau du plan de jeu marocain, on a constaté que les Marocains avaient bien étudié le jeu camerounais pour les mettre en assez grosse difficulté ainsi. Et d'ailleurs, en seconde période, lorsque les Lions ont décidé par exemple de passer dans un système maintenant en 4-2-3-1 avec Chama 2 qui était sorti. Là, on avait maintenant les quatre défenseurs que voici avec Chemalon qui a glissé en latéral droit. Chemalon qui avait glissé en position de latéral droit. Et là, les Lions ont eu plus de ballons que les Marocains. Mais les Marocains étaient bien organisés au sein de leur défense. Et les limites du Cameroun au niveau de l'élaboration de jeu, au niveau des attaques placées, ne leur permettaient pas de trouver facilement des solutions pour marquer des buts. C'est vrai que les Marocains, eux, ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça leur a permis de faire la décision. Merci, coach. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette analyse du coach Martin Biletanga sur la mauvaise, on va dire quoi, utilisation du ballon du Cameroun dans cette rencontre. Coach, vous pouvez déjà vous retrouver au siège. Merci pour ces explications. On espère qu'on est très très bien édifié. On va sortir bien sûr de ce match du Cameroun, de cette défaite même du Cameroun, par bien sûr une petite parenthèse sur le Maroc. Le Maroc, vraiment, est-ce que c'est le meilleur match que Désiré Djokam du Maroc, tactiquement et techniquement? Je pense que c'est le match qui permet au Maroc d'être véritablement relancé dans cette compétition, parce que nous nous souvenons que lors de cette Coupe d'Afrique qui a été organisée en terre marocaine, c'est le Cameroun qui avait réussi à éliminer cette équipe-là, et il y avait comme une ambiance qui se tournait autour du Cameroun pour faire comprendre que le Cameroun c'est le bourreau de toutes les équipes qui organisent les compétitions. Qu'une fois que le Cameroun est là, le Cameroun va réussir à vous éliminer et à remporter la compétition. Je pense véritablement que c'est ce match-là qui permet au Maroc de s'affirmer et de démontrer qu'ils sont là pour véritablement aller très loin dans cette compétition. Si ce match-là peut être un match référence pour le Maroc, ce sera très bien pour le Maroc, parce qu'ils vont avoir un très gros morceau à croquer pour la suite. On rappelle que le Maroc donc rejoint les demi-finales, donc la dernière fois c'était arrivé, c'était en 2004, et le Cameroun c'est donc mieux en sortant en quart de finale, en sortant en quart de finale, fait mieux que lors de l'édition en Côte d'Ivoire où on a été éliminé en 8e de finale. Monsieur, parlons de toute autre chose. À présent, parlons de notre quart de finale qui nous a intéressé. C'était le derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et le Mali. À la fin, victoire des Sénégalais, 1-0 grâce à Iliman Ndiaye, qui a été donc le seul buteur de la rencontre en première période. Maintenant, il y a eu un fait de jeu également. Il y a le carton rouge, mais le double carton jaune, synonyme de rouge pour Yves Bissouma, qui a laissé ses coéquipiers maliens à 10 pendant une grande partie de la rencontre. Monsieur, est-ce que c'est ce carton rouge-là qui change un peu la donne? C'est vrai que le Sénégal menait, mais est-ce que ce carton rouge-là change un peu le cours de la rencontre? Je me souviens qu'en off, on était en train de discuter et on parlait de Tom Saintfield pour savoir qu'est-ce qui se passe véritablement lorsqu'il est dans l'instant motivation de ses joueurs, parce que l'on se rend compte que ce Mali-là est en train de multiplier des fautes. À chaque fois que le Mali joue, ils ont pris au moins 2 cartons. C'est l'équipe la plus avertie de la compétition en termes de jaune et en termes de rouge. Donc à chaque fois, le Maroc prend un carton rouge, on se demande bien qu'est-ce qui se passe lors de la motivation des Aiglons. On ne sait pas trop, et voilà, c'est un match qui a été très compliqué pour cette équipe malienne. Mais de l'autre côté, on a Iliman Ndiaye aussi, qui est le facteur X de cette équipe sénégalaise, qui réussit à bonifier pratiquement tout le jeu, et Sadio Mané aussi, qui est en train de retrouver ses jambes d'antan. Donc le Sénégal aussi est très bien lancé, et le Sénégal a réussi à facilement dominer un Mali qui était déjà amoindri, avec un joueur en moins qui encore plus est le capitaine Yves Bissouma, qui est un peu le moteur de cette équipe. Lorsque vous perdez un élément aussi important dans votre dispositif, il est quand même assez ouvert de comprendre que ce ne sera pas évident pour la suite. Coach Martin Biletanga, quand on a une équipe qui prend énormément de cartons, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est le discours de l'entraîneur, un discours un peu trop de motivation, aussi sur la motivation peut-être? Parce que là, on voit des Maliens, chaque fois qu'ils jouent, ou même presque à chaque fois qu'ils ont joué dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont pris un carton rouge, donc ils ont terminé le match en infériorité numérique. C'est dû à quoi, ce type de réaction?
Bon, les Maliens ont terminé à 3 reprises les matchs en infériorité numérique, donc avec un joueur qui a pris un carton rouge. Oui, c'est dû entre autres à à leur façon de jouer durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, l'équipe malienne n'a pas été autant dominatrice dans le jeu que par le passé. C'est vrai qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui a aussi... Elle a renié quand même certains de ses principes. Oui, donc qui a changé la manière de jouer des Maliens. Mais traditionnellement, les Maliens ne sont pas des joueurs, des joueurs qui brillent par leur brutalité. Et là, malheureusement, dans le jeu, effectivement, au niveau des cartons jaunes, au niveau encore plus des cartons rouges, ça a été quelque chose de mauvais pour eux. Parce que lorsqu'un joueur est averti, la moindre des choses qu'on demande aux joueurs, c'est de faire attention désormais dans ses interventions. Mais on dirait que les Maliens ne tenaient pas vraiment compte de ça. Et jouer contre une équipe comme le Sénégal en infériorité numérique pendant plus de la moitié du match, parce que c'est vers la fin de la première période que les Maliens prennent ce carton, ça devenait très compliqué. Pourtant, le Mali, même ne dominant pas le match, était assez bien organisé et mettait les Sénégalais en difficulté. Malheureusement pour eux, une faute de main déjà de son gardien, qui pourtant a été assez magistral tout au long de la compétition. Une faute de main les amène à encaisser ce premier but, et par la suite, ce carton rouge sur Bissouma, ça devenait très compliqué pour eux, encore qu'avant le début de cette rencontre, le Sénégal partait quand même favori. Le Sénégal partait favori, on le disait, le Sénégal qui s'est donc imposé 1-0. Ça a été compliqué pour le Sénégal en première période parce que le Mali s'est quand même procuré d'énormes occasions. Et en seconde période, c'est le Sénégal qui a beaucoup tiré au but sans toutefois. Est-ce que ce succès 1-0 avec une équipe du Mali à 10 pendant une bonne partie de la seconde période, une bonne partie du match même, et les nombreuses actions manquées en seconde période, ça peut trotter dans la tête de ces Sénégalais-là pour la suite de la compétition? Non, du tout. Je pense que le Sénégal est très bien lancé, notamment très bien lancé dans cette compétition. Ils sont en train d'aller progressivement. Ils savaient déjà qu'ils allaient battre cette équipe malienne. Ils s'y ont allé progressivement. Je pense qu'ils se sont un peu réservés. Oui, ils se sont créés des occasions où ils auraient dû mettre la balle au fond. Ils ne l'ont pas mise, mais... Des occasions de 2, de 3, de 4-0. Exact. Donc, pour moi, personnellement, ce n'est pas alarmant. C'est une équipe qui avance en étant sûre d'elle et elle est en train de monter progressivement. Je pense que le Sénégal, dans ce carré-là, aura quelque chose à dire. Je voudrais également dire quelque chose concernant le jeu malien. Je pense que les Maliens, compte tenu de tout ce qui se passait et surtout de l'option tactique qu'ils ont délibérément prise ou qu'ils ont été amenés à prendre, il leur manquait un véritable contre-attaquant. Donc Sinayoko, c'est leur attaquant, leur avant-centre, c'est un bon joueur, un bon attaquant, mais ce n'est pas un contre-attaquant, ce n'est pas un gars qui brille par sa vitesse, ni dans le match contre le Sénégal. Cela a encore été plus criard d'ailleurs que dans les matchs antérieurs. Est-ce que dans cette configuration-là, les situations de contre-attaque, les situations de duel de vitesse auraient pu profiter à l'équipe malienne? Et d'ailleurs, sur un ballon qu'il a reçu, que Sinayoko a reçu, il avait un avantage, une avance sur les défenseurs sénégalais. Malheureusement, il s'est fait rattraper. Avec un bon contre-attaquant, cela aurait vraiment soulagé l'équipe malienne. Par exemple, un joueur comme Nini Dorgeles qui est entré un peu plus tard dans la rencontre, mais ça n'a pas suffi. On rappelle donc le Mali va donc échouer une nouvelle fois en quart de finale, là où le Sénégal va donc progresser et rejoindre le dernier carré. Le Sénégal qui va donc affronter l'Égypte en demi-finale pour un remake de la finale de la CAN 2021. C'était ici au Cameroun, c'était en 2022, glissement de date bien sûr, qui oblige. Monsieur, également parlons de toute autre chose. On a parlé du Sénégal, on a parlé du Maroc. On va également parler du Nigeria, auteur d'une nouvelle masterclass. Monsieur, je voulais d'abord bien me positionner parce qu'il y a énormément à dire sur cette équipe du Nigeria. Masterclass 2-0 face à l'Algérie en quart de finale. C'était samedi dernier, grâce à des buts de Victor Osimhen, d'accord Adams, grâce surtout à un grand Victor Osimhen, également buteur et passeur décisif. Comme vous avez beaucoup à dire sur cette équipe du Nigeria, je sais, je suis au courant. Est-ce qu'elle est prenable? Est-ce que cette équipe du Nigeria a un point faible? Moi, c'est ce que je vais poser parce que réduire une équipe d'Algérie à du néant, il faut être fort quand même. C'est comme si vous me demandez si l'OTAN peut battre les États-Unis. Donald Trump, il fait tout ce qu'il veut. Le Nigeria, pratiquement, dans cette compétition, c'est Donald Trump. Ils font tout ce qu'ils veulent et rien ne va leur résister jusqu'à présent. Nous savons juste qu'il peut y avoir des accidents de parcours. Et l'accident de parcours a été évité, notamment avec Osimhen, qui nous a fait du n'importe quoi lors
lors du dernier match. Du dernier match face au Mozambique. Face au Mozambique, où on lui avait fait des passes et il s'est emporté au point de demander son remplacement. Eric Sekouchel a d'ailleurs très bien géré parce qu'il a passé un message qu'on n'aura rien, son vestiaire restera assez faible. Et on a d'ailleurs vu qu'il a réussi à bien résoudre le problème parce que Ademola Lookman a été le premier à aller vers lui quand il a marqué son but. Là, le Nigeria est une mastodonte, le Nigeria est en puissance de démonstration. Le petit bémol, c'est uniquement au niveau de sa charnière défensive avec Bassé et Ajayi. Avec Bassé surtout, qui s'amuse à faire des ballons derrière le pied d'attaque. Des relances un peu hasardeuses. Voilà. Des relances un peu hasardeuses. Ce n'est que lui qui est actuellement le maillon le plus défaillant de cette charnière défensive. Les deux latéraux, c'est du grand A. Ajayi qui est à côté de lui fait énormément de choses. Mouabali sait qu'il doit remporter cette compétition pour honorer ses parents qu'il a perdus juste l'année dernière. Donc, c'est une équipe du Nigeria qui est en puissance et qui est en démonstration. On se croirait peut-être le 20 mai à la place de l'Indépendance. On a entendu bien sûr les paroles magnifiantes du coach Désiré Doucouré. On va bien sûr essayer de comprendre s'il y a au moins une faiblesse dans cette équipe du Nigeria parce que oui, elle dégage de l'assurance, mais le coach Martin Billy-Tanga nous dit qu'il y a quand même moyen de venir à bout de cette équipe du Nigeria. Coach, vous avez le tableau et vous avez les explications. Oui. On vous suit. Oui, en fait, ce qui fait la force du Nigeria peut également être ce qui peut déranger cette équipe. En réalité, l'équipe du Nigeria, comme on a dit, on a bien vu que l'équipe joue avec un milieu de terrain en losange. Comme on a vu, on a des arrières latéraux, on a également des attaquants. En réalité, pour attaquer, on a besoin de la profondeur, mais également de l'espace latéral. Vous voyez bien que dans cette configuration, telle que vous voyez, les flancs ne sont pas occupés. Ce qui fait que pour l'animation du jeu par les flancs, c'est les latéraux qui sont en train de monter. C'est quelquefois aussi le relais, mais les relais montent difficilement, montent rarement. C'est beaucoup plus les arrières latéraux qui montent. Bien, lorsque l'adversaire a le ballon et qu'il amène le ballon d'un côté, par exemple, si l'Algérie n'a jamais réussi à le faire, amenant le ballon d'un côté, comme nous utilisons des organisations de jeu en jaune, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout le monde va basculer du côté où il y a le ballon. Donc tout le monde va basculer du côté où il y a le ballon et même le milieu relayeur qui est de l'autre côté va basculer du côté où il y a le ballon. Ça fait qu'il y a de ce côté, c'est une zone qui va être libre, qu'on appelle la zone non marchande. En réalité, c'est de ce côté-là qu'il faut développer le jeu. C'est-à-dire vous amenez le ballon de ce côté-ci. Il n'y a personne pour garder ici, structurellement. Il n'y a personne qui va rester pour garder cette zone. Vous amenez le ballon d'un côté, et les Nigérians vont faire un précis fort de ce côté-ci. Alors, une passe et puis vous renversez le jeu, donc un renversement de jeu ou une transversale de l'autre côté pour un joueur qui se place, qui est déjà positionné de ce côté-là ou qui est en instance de se positionner là. Lui, il peut donc avoir le ballon et il peut attaquer le latéral adverse dans des situations de 1 contre 1. Les situations de 1 contre 1, aujourd'hui, l'avantage est plus à l'attaquant qu'au défenseur parce que les défenseurs sont désormais habitués à barrer à 2 ou à 3. Et là, à 1 contre 1, si tu réussis à passer, tu peux mettre un ballon dans la défense pour mettre l'équipe nigérienne en difficulté. Et chaque faute qui est commise ici, là, elle est susceptible d'une sanction carton jaune, par exemple. Donc, c'est un moyen pour les adversaires d'exploiter les faiblesses structurelles du Nigeria, malheureusement. L'Algérie n'a jamais pensé le faire et ça a permis donc au Nigeria d'être tranquille. Voilà, merci coach. On espère que le Maroc va écouter les conseils du coach Martin Billy-Tanga, surtout Walid Regragui. Alors, cette équipe algérienne, Vladimir Petkovic, le sélectionneur coach Désiré Doucouré, est-ce qu'il s'est trompé dans ses choix et à quel niveau? Personnellement, je pense qu'il s'est trompé à ses choix parce qu'il s'est fié à son capitaine Riyad Mahrez. Pour moi, il ne commençait pas ce match. Oh là là, c'est fort. Pour moi, il ne commençait pas ce match parce que c'est un match qui demandait énormément d'apport physique. Et Riyad Mahrez, tant qu'il n'a pas le ballon, c'est difficile pour lui de pouvoir se mouvoir sur une aire de jeu. Et ça, il va falloir se dire la vérité. Juste quand Hadj Moussa entre, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu plus. Et on a vu Ozaï monter un peu moins parce que... En seconde période. Si. Parce qu'à chaque fois que Hadj Moussa réussissait à avoir la balle, bien sûr, avec un joueur très sous-coté dans cette équipe, Abdelli,
qui est aussi un très bon footballeur. Peut-être il n'est pas encore moulé au système africain, mais je pense que c'était le meilleur moyen d'essayer de les relancer. Peut-être Petkovic a choisi. Bounedjah, par exemple, qui devait commencer à la place d'Amoura par exemple, en pointe. parce qu'avec Bagdad Bounedjah, c'est quelqu'un qui est un peu habitué à ce type de match-là, où on n'a pas le ballon, où on sera sevré de ballon et qu'il va falloir aller mettre la pression à chaque fois. Bounedjah, c'est pratiquement du Osimhen de l'autre côté, parce qu'à chaque fois, il va aller grappiller, même les ballons qu'on n'est pas en train de s'imaginer. Bagdad Bounedjah va aller suivre ces ballons-là, et avec Amoura, c'était un peu trop amorphe et le résultat, il a été celui-là. Même avec les remplacements que Petkovic réussit à faire, il y a eu quelque chose qui est un peu arrivé, mais rapidement, avec ce magnifique but d'Akor Adams, ils ont réussi à boucler la boucle et voilà. En tout cas, ça a été une nouvelle démonstration de force des Super Eagles du Nigeria sur les Fennecs d'Algérie. On rappelle donc le prochain adversaire des Super Eagles, ça sera le Maroc en demi-finale. Pays organisateur, ça s'annonce chaud en termes de tactique. Il faudra suivre ça de très très près sur Radios.info. On rappelle que vous êtes sur votre émission, le tour est joué, votre émission récap, donc que vous pouvez suivre sur la page YouTube Radio Sport Info et également sur la 92.3 en mode radio. On est toujours avec le coach Désiré Djokam, on est toujours également avec le coach Martin Biletanga et on parle à présent de l'Égypte. L'Égypte a donc surpris, mesdames et messieurs, s'est imposé face à la Côte d'Ivoire 3-1. Ça a été un match hautement tactique, rempli d'intensité, rempli d'émotions. On ne s'attendait pas à ce type de résultat, mais c'est fait. Les coéquipiers de Mohamed Salah sont donc qualifiés. Ils ont battu les éléphants. Coach Martin Biletanga, vous avez suivi cette rencontre de très très près. L'Égypte a surpris le monde entier. Vous a surpris, vous? A surpris qui? Et à quel niveau? Non, l'Égypte a surpris tout le monde. L'Égypte a surpris tout le monde. Tu sais, les analyses, lorsqu'on les fait, on s'appuie énormément sur ce qui s'est passé auparavant. Et quand on a vu l'équipe d'Égypte durant cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte avait déjà quand même joué 4 matchs. Donc 3 matchs de poule et à aucun moment, très convaincant dans cette match. Donc c'est une équipe qui affichait une certaine solidarité, une certaine solidité qui n'était pas géniale dans le jeu, mais qui réussissait comme ça par un certain réalisme à vaincre ses adversaires. Et puis, l'Égypte va jouer contre la Côte d'Ivoire. Tout le monde voit, du moins beaucoup de gens voient l'équipe regroupée dans son camp. Oui, la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que le coach égyptien fait? Première chose, il met son équipe en 3-5-2 qui devient plus facilement le 5-3-2 lorsque l'équipe est en position défensive. Et puis, surtout au niveau du plan de jeu, les Égyptiens décident de commencer le match extrêmement fort avec un pressing aux conquérants avec beaucoup d'agressivité. Ça surprend complètement l'équipe l'équipe ivoirienne. Et on sait bien, parce que justement, on ne s'attendait pas à ça de l'Égypte. Le pressing est très énergivore. Et de la manière de jouer de l'Égypte auparavant, on se disait, ces gars, ils se réservent un peu trop. Mais là, ils donnent tout. Et là, ils bénéficient d'une transition offensive après récupération de balles. Immédiatement, Mahmoud, il est clinique. 1-0. Et là, on s'attend à ce que peut-être les Égyptiens qu'ils reculent, parce que peut-être dans notre plan de jeu, c'était de commencer fort et puis après avoir marqué, reculer. Non, les gars continuent de jouer de cette manière-là pendant encore longtemps et ils continuent de mettre les Ivoiriens en grosse difficulté. Il faut dire que pendant ce temps, les Ivoiriens sont complètement perdus. Pourtant, et ce qui était bien au niveau du jeu égyptien, c'est que même lorsque le pressing ratait vers l'avant et que les Ivoiriens avaient le ballon ou bien réussissaient à transpercer donc cette première barrière de pressing, ils trouvaient derrière qu'il y avait un bloc partiel défensif, notamment constitué des 5 défenseurs. Des 5 défenseurs et qu'il était difficile pour eux de passer. Les Ivoiriens, ils auraient peut-être... ils sont surpris, parce qu'à l'évidence, ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que pour battre le pressing, en général, vous amenez le ballon d'un côté, vous renversez de l'autre côté, ou bien vous sortez chercher des zones qui sont libres pour pouvoir trouver des solutions à ce moment-là. Et même parfois pousser l'adversaire à avoir un pressing long. Donc, dans la durée, ce qui va amener les joueurs à baisser en intensité et donc au pressing de perdre en efficacité. Là, les Ivoiriens ont eu des difficultés à le faire. Ils ont été surpris et la victoire égyptienne a été vraiment correcte. A été correcte, surtout sur l'animation, sur le plan de jeu effectué. Coach Désiré Djokam, surtout sur
les maladresses défensives côté ivoirien. Est-ce que ça c'est... On a vu la perte de balle sur le but de Marmouche. On a vu le corner bêtement concédé par Guiladoué qui amène le deuxième but. On a également le manque de communication défensive sur la projection d'Acho qui va servir parfaitement Mohamed Salah sur le troisième but. Est-ce que ce type d'erreur à ce stade de la compétition, ça se paye cash? Parce que le groupe ivoirien, il faut le dire, il y a beaucoup qui découvrent la compétition. Il y a un groupe remanié par rapport à celui qui a gagné la dernière CAN à domicile. Donc forcément, on s'attendait à ce type d'erreur et malheureusement, c'est tombé face à une équipe égyptienne drôlement efficace. Ouais, drôlement efficace. Peut-être beaucoup de personnes n'ont pas pris le temps d'observer l'Égypte. L'Égypte est en train d'avancer aussi comme un véritable gagnant. Ils ont peut-être trébuché avec le premier but contre le Zimbabwe où ils ont rapidement encaissé par la suite. Ils sont réveillés. Ouais. Mais souvenons-nous qu'à la troisième journée, l'Égypte était déjà qualifiée et ils ont fait tourner l'équipe. À la troisième journée, donc, les organismes se sont véritablement ressourcés et là, ils sont en train de véritablement avancer. On a vu un Marmouche qui est inarrêtable, qui est imbarrable. On a Mohamed Salah aussi qui est très avanté et surtout, ils ont une très grosse charnière défensive. L'Égypte a un peu retrouvé son essence où ils ont des joueurs évoluant sur le championnat local, notamment avec Al-Ali. Pyramides aussi. Ils ont pratiquement la charnière défensive qui est très bien constituée. Et lorsqu'on essaye de faire le calcul de l'âge des défenseurs de la charnière défensive, ils sont à 181 ans. Donc, tous les défenseurs centraux, l'âge cumulé, c'est une très grosse expérience. Par contre, de l'autre côté avec la Côte d'Ivoire, on était pratiquement à 108 ans, 112 ans. Donc, il y a un gros écart entre ces différents charnières. Donc, les erreurs qui ont été commises par la défense ivoirienne, vous ne verrez jamais ça du côté égyptien. On a d'ailleurs vu ce carton jaune-là qui a été pris par Abdelmajid rapidement. Il était d'ailleurs le seul qui n'était pas menacé de... Et ça ne l'a pas empêché de défendre. Justement, il est le seul qui a réussi à prendre ce pied-là où il a pratiquement pris un carton jaune direct sur cette situation-là. On va peut-être accuser la naïveté de la charnière défensive ivoirienne et peut-être se poser la question pourquoi partir choisir les binationaux pour faire... Oh là là. Mais Guiladoué fait un bon match quand même. Non, mais s'il fait un bon match, je ne refuse pas, mais il était buteur. On ne nous empêchera pas d'avoir ce questionnement-là. Pourquoi donc aller chercher les binationaux si on sait qu'à un certain niveau, ça va pêcher sur ces situations-là? Ah, ça va pêcher, ça a pêché donc face à l'Égypte. On rappelle, l'Égypte s'est donc imposé 3-2 et se hisse donc en demi-finale de cette CAN Maroc 2025. Messieurs, on a fait le tour de ces quarts de finale. On va prendre une légère transition. On va s'intéresser donc à l'homme de ce tour, celui qui a été MVP de ce quart de finale. Je ne vais pas vous dévoiler le nom, mais je pense que vous le connaissez. Vous connaissez, on a longuement parlé. On va prendre une légère transition. On va parler bien sûr de Victor Osimhen. C'est lui l'homme du tour choisi par... pas moi, voilà, c'est moi, j'ai choisi. Et bien sûr avec les statistiques, ça se tape avec les statistiques. Donc on parle de Victor Osimhen. Victor Osimhen, buteur, passeur décisif face à l'Algérie dans un match, dans le choc peut-être de ces quarts de finale. C'était le match le plus attendu en termes de jeu, en termes de spectacle. Victor Osimhen a répondu présent, coach Martin Biletanga. Vous le trouvez comment, Victor Osimhen, par rapport... Un top player. Top player, comme ça, rapidement. Oui, c'est un top player, c'est un buteur, c'est un leader et il connaît désormais le poids des responsabilités qu'il a sur lui. C'est vrai que dans le tour précédent, il y a eu sur le terrain un comportement bon. Et après, c'est expliqué, on a compris que le gars était complètement bouffé par la volonté, l'envie, c'est-à-dire cette ambition d'amener son équipe très loin dans cette compétition. On a vu jusqu'à la 88e, 92e minute, et était encore en train de demander, donnez-moi le ballon de faire des appels de bas. Oui, l'activité était là, la volonté là, il était buteur et il a été très altruiste sur le deuxième but comme un leader naturel de son équipe. Est-ce que quand on sort de cette embrouille-là en huitième de finale avec son coéquipier, son meilleur coéquipier d'ailleurs, Ademola Lookman, et qu'on arrive dans ce match face à l'Algérie où on est buteur passé, est-ce que c'est le meilleur moyen d'éloigner tous les doutes, d'écarter tous les doutes autour d'un joueur? Victor Osimhen, je pense qu'il a un peu obtenu la rédemption parce que... Mini-rédemption. Oui, parce que si ce match-là, si le résultat n'avait pas été celui-là,
je pense qu'il serait le principal fautif de la débâcle des Super Eagles. Mais grâce à son talent, grâce à son envie, comme le précisait le coach Billet Tanga, c'est un leader naturel. C'est un leader naturel. Il faudrait juste qu'il fasse attention à sa forme de communication, parce que cette forme de communication-là, il va falloir qu'on fasse attention. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train de regarder et généralement, les jeunes joueurs copient ce qui est mauvais. Je le parle en tant qu'éducateur. Les plus jeunes vont forcément regarder et ils vont se souvenir de cette situation où Osimhen est en train de s'emballer et il demande le remplacement. Mais pour revenir sur le jeu, Victor Osimhen, c'est un excellent joueur, surtout qu'il est encadré par Ademola Lookman, qu'on est peut-être un peu en train de sous-coter. Non, on ne sous-cote pas. Il est vraiment au rendez-vous aussi. Qui est aussi très important dans cette équipe-là, y compris tout ce qui sont autour et même la profondeur du banc de touche de cette équipe. C'est quelque chose de très remarquable. Victor Osimhen, il est en taille patron, vivement qu'il se retrouve, pourquoi pas en finale, et essaye de ramener le 4e sacre qui est en train de courir pour le Nigeria. Qui est en train de courir pour le Nigeria, ça sera donc à suivre. En tout cas, en parlant de communication, Victor Osimhen, il s'est exprimé chez nos confrères de Canal+. On écoute sa réaction et on revient juste après. Victor. What does it mean for you beating Algeria? Qu'est-ce que ça représente pour vous de battre l'Algérie en quart de finale? Pour moi, c'est comme tous les matchs. C'est très important parce qu'on veut atteindre la finale. Et pour ça, on doit gagner le quart de finale, la demi-finale. On doit rester concentré. Moi, je suis très content de cette victoire et de la performance de mes coéquipiers. On mérite ça. Est-ce que vous parlez de l'état d'esprit de votre équipe? Vous savez, on se connaît tous. On a un coach qui nous demande beaucoup. C'est notre philosophie. C'est pas une blague, il faut courir, il faut jouer. Et nous, quand on est sur le terrain, c'est comme une guerre, tout le monde se bat. Et ce que vous voyez sur le terrain, c'est aussi ce qu'on fait à l'entraînement. On est très heureux de cette victoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ademola? Vous en avez parlé? Non, rien. C'est un malentendu, mais vous savez, c'est du football. Il n'y a rien à dire, c'est mon frère. C'est mon frère, parfois on se parle un peu mal, mais on est connecté sur le terrain. C'est mon frère, je n'ai rien contre lui, il n'y a rien à dire. On continue d'avancer. Et cette demi-finale face au Maroc, ça ne sera pas facile. Mais on sait que c'est l'équipe qui reçoit, on connaît cette équipe, on connaît leur public. C'est comme ça, on va tout donner. Ce ne sera pas facile, mais on espère y arriver. On a donc écouté le MVP, Victor Osimhen, qui succède à Ademola Lookman. Ademola Lookman de coach des Jokam, qui a été homme de la semaine en 8e de finale. En tout cas, messieurs, on va donc rapidement se projeter sur cette demi-finale qui arrive très vite. Ça sera mercredi. Vous voyez qui déjà favori, coach Billet Tanga? Votre équipe qui va aller loin, qui va accrocher ce trophée-là? On n'a que 4 équipes là maintenant. Là, moi, en tant que supporter, je supporte le Nigeria. Je n'ai pas sûr que je n'ai pas d'assurance que le Nigeria va remporter le trophée parce que le match sera contre le Maroc sera un match très, très disputé. Mais les Nigérians ont les moyens de mettre les Marocains en difficulté. Toutefois, ne doutons pas un seul instant que les Marocains vont parfaitement étudier le jeu du Nigeria et les quelques failles que j'ai relevées sur le plan structurel dans le jeu du Nigeria seront certainement exploitées par le Maroc au Nigeria de faire attention. De l'autre côté, Sénégal-Égypte qui va sortir son épingle du jeu entre le Sénégal et l'Égypte. Il y aura également aussi une étude là-bas de ce côté. Si. L'Égypte fait partie des nations qui investissent énormément d'argent pour pouvoir présenter. Je le voyais déjà en 2017, l'Égypte était déjà au niveau où ils prélevaient du sang des joueurs pour essayer de découvrir le niveau de toxines afin d'optimiser la performance des joueurs. Mais face à une équipe comme le Sénégal aussi qui est très bien dans cette situation-là, je pense qu'on risquera d'avoir une finale 100% Afrique noire. C'est vrai, Sénégal-Égypte. Voilà. Non, Sénégal, Nigeria. Pourquoi je Nigeria, Sénégal. Voilà donc les pronostics pour nos panélistes de ce jour. Il faudra suivre ça de très près. C'est sur Radio Sport Info 92.3. On va suivre donc les 2 matchs des demi-finales qui se joueront donc mercredi. On s'achève, on se dirige tout droit vers la fin de notre production. Le tour est joué. On rappelle, vous pouvez suivre cette émission sur la page YouTube Radio Sport Info et sans oublier également la version, on va dire, audio pour ceux qui ont des posts
poste récepteur avec donc la radio, la 92.3, c'est la fréquence donc de Radio Sport Info, la fréquence de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur, on va donc terminer, et on va terminer par un petit quiz, voilà, petit quiz pour tester aussi vos connaissances en termes de football. En tout cas, on n'en doute pas, mais on veut vous entendre, on vous a entendu pendant quelques minutes, on veut que vous terminiez de la meilleure des façons. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va aller très très vite, on est déjà au bout du temps, on nous accorde encore du temps additionnel, on est là au bout. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, on se lance très vite. Alors, je m'avais donc posé la question rapidement. Qui est le meilleur buteur actuel de la sélection égyptienne? Coach des Djoukam. Mohamed Salah. Mohamed Salah, vous êtes sûr? Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est pas la bonne réponse. Bon, tu dis le recordman. Le meilleur buteur, oui. Le recordman, oui. C'est Oussama Hassan. C'est Oussama Hassan, bien sûr. C'est Oussama Hassan qui est le meilleur buteur. Mohamed Salah est proche. Mohamed Salah, il est proche. Il est proche. Il a encore 5 buts. Le point se dirige vers le coach Martin Biletanga. Deuxième question, on va très très rapidement. Messieurs, est-ce que vous êtes toujours prêts? En 2006, la finale de la CAN oppose quelle nation à quelle nation? Le coach Martin Biletanga connaît, mais... Non, mais je ne connais pas, parce que le Cameroun se fait éliminer par la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais comme c'est l'Égypte qui remporte la finale... Il donne des indices. L'Égypte joue en finale contre qui là? Je ne sais pas si c'est lui qui pose un démission. Ouais, vas-y. Non, mais j'ai simplement... Il a donné l'indice, il a de la réponse. C'était l'Égypte de Mido et de... Face à quelle équipe en face? J'ai oublié. Non, vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié. Il a déjà de la... C'est Égypte, Côte d'Ivoire, la finale de 2006. Donc le point ne revient à personne. C'est toujours le... s'est fait éliminer. Voilà, c'est tout le coach Martin Biletanga. C'est tout le coach Martin Biletanga qui mène. C'est lui qui faisait l'émission, qui faisait Non, c'est moi qui pose les questions. C'est lui qui mène 1-0. Donc on va se diriger vers la dernière question. Les indices, il trouve. Non, c'est la dernière question. Je suis désolé, il n'a pas trouvé, vous n'avez pas profité. Donc dernière question, là maintenant ça concerne le Cameroun. Qui élimine le Cameroun lors de la CAN en Côte d'Ivoire? Les gars qui jouent en losange. Bon, c'est le Nigeria. Bon, c'est le Nigeria, donc c'est le coach Martin Biletanga qui remporte donc le jeu du tour. Bien sûr, c'est donc sur cette victoire du coach Martin Biletanga. Félicitations Martin Biletanga. Victoire de 2-0 face à votre élève, coach des Djoukam. On se rattrape la prochaine fois, coach. En tout cas, c'est ici que se referme donc cette production du tour est joué. On se donne rendez-vous après la finale pour connaître bien sûr qui sera le vainqueur de la CAN Maroc 2025. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur la page YouTube de Radio Sport Info et également la 92.3 la fréquence parce que le tour sera encore joué.